Littéralement, Miluho signifie la somme de tous les malheurs. Et à ce sens, Miluho devient un symbole. Miluho, c'est l'homme chargé de tous les maux. Miluho, c'est l'homme au lendemain incertain. Miluho, c'est l'homme devant duquel le chemin est parsemé d'épines. Miluho, c'est l'homme qui n'est jamais au bout de ses peines. Bref, Miluho égale Sisyphe. Très cher Miluho, tu te souviens qu'après notre libération, le 26 mars 1991, nous avons logé dans la ville de Butare chez un certain Kabera Isaac et que le lendemain, vers 7 heures, notre hôte nous a accompagnés jusqu'à la gare, là où nous devions prendre le bus qui devait nous mener jusqu'à Kigali. À notre arrivée à la gare, le bus était déjà là et les voyageurs avaient fait une très longue queue devant le convoyeur qui vérifiait leurs pièces d'identité. En effet, avant d'entrer dans le bus, il fallait montrer ses pièces d'identité. Parmi les voyageurs qui étaient déjà à l'intérieur du bus, il y en avait 3 qui venaient d'être libérés comme nous. Avant d'être arrêtés, ils travaillaient à l'ONATRACOM, Société d'État de transport, comme convoyeurs des bus. Grâce à eux, le convoyeur qui était leur collègue nous permit d'avoir des places assises. Avant que le bus ne démarre, je remarquai qu'il y avait à l'extérieur des jeunes gens qui avaient été libérés en même temps que nous. On me dit qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils étaient venus pour voir s'il n'y aurait personne parmi nous qui accepterait de payer leur ticket. Le bus démarra sans qu'ils aient pu trouver quelqu'un pour les aider. Le démarrage du bus me rappela qu'il y avait 6 mois que nous avions fait le même trajet, mais dans la direction opposée. J'essayais de comparer ce premier voyage à celui que nous allions effectuer et je remarquais que c'était des moments opposés à tout point de vue. Alors que lors de notre premier voyage, le silence était de mort, cette fois-ci, l'ambiance était de fête. À l'incertitude et au désespoir succédait la joie de vivre et les projets d'avenir. Aux insultes des militaires qui nous accompagnaient lors de notre premier voyage, s'opposaient des conversations et plaisanteries que les libérés se lançaient entre eux. La joie était si grande que tout le monde parlait en même temps. Des sujets divers étaient abordés. Cependant, une préoccupation revenait dans toutes les conversations, celle de l'accueil dont chaque libéré serait l'objet au sein de sa famille. C'est un sujet qui, au lieu de m'exciter comme les autres, me rendait passif. Je savais en effet que, contrairement aux autres, je n'attendais pas d'affection au bout de cette route. Déjà, dès la veille, je me posais la question de savoir où j'irais quand je serais à Kigali. Je savais que ceux des membres de la famille qui n'étaient pas en prison avaient fui le pays. Cela me rendait nostalgique des soins auxquels ma mère m'avait habitué quand je rentrais après une longue absence. Je pensais aux vacances, par exemple, durant lesquelles les menus avaient été préparés selon mes goûts. En effet, avant de se rendre au marché, ma mère avait l'habitude de me consulter pour me demander si j'aimerais tel ou tel aliment qu'elle avait l'intention d'acheter. Ainsi, il suffisait que je dise que je n'aimais pas tel ou tel autre aliment pour que ma mère renonçât à l'acheter, même s'il était réclamé par le reste des membres de la famille. Une fois, mon petit frère avait demandé à ma mère pourquoi elle n'avait pas acheté des petits pois. Puisque Moudatinya n'aime pas, avait-elle répondu. Comme je le disais donc, j'avais un sérieux problème de logement.
le jeune fonctionnaire dont j'ai parlé plus haut m'avait proposé lors de notre sortie de prison d'aller loger chez lui quand nous serions à Kigali. Je lui avais dit que je lui donnerais la réponse plus tard. Je ne lui répondis pas tout de suite parce que j'envisageais 2 autres lieux qui pouvaient me servir de logement, à savoir le domicile de mon grand frère à Kakiru et celui de mon beau-frère à Nyamirambo. Après avoir délibéré cependant, je ne choisissais ni l'un ni l'autre. Je trouvais que les 2 endroits présentaient le même inconvénient, l'insécurité. Insécurité d'abord chez mon grand frère parce que la maison était déclarée maison d'Inkotanyi. Ceci parce que le propriétaire se trouvait à Nairobi le 1er octobre, date à laquelle la guerre avait éclaté. Selon les autorités rwandaises, mon grand frère connaissait le programme des Inkotanyi. Comme preuve, il s'était déplacé à la veille de la guerre. Et puis, son épouse était en prison pour avoir laissé des enfants des Inkotanyi quitter le pays. L'Inkotanyi dont il s'agit ici est mon beau-frère. Celui-ci était considéré en effet comme un des organisateurs de cette attaque du 1er octobre. Au début de la guerre, celui qui osait s'approcher de sa maison était lui-même pris pour un vrai Inkotanyi. Je renonçais donc à loger chez mes parents pour éviter que mon adresse ne soit connue de tout le monde. Je m'adressai à ce jeune homme et lui dis que j'acceptais sa proposition. Nous allâmes chez lui à 3 parce que R aussi, qui faisait escale à Kigali avant de se rendre chez lui à Kibuye, avait décidé de venir avec nous. Très cher Miruho, permets-moi de m'arrêter ici, je te dirai la suite la prochaine fois. Ton ami Modatinya.